on va démarrer cette présentation de la première année d'études à l'ESAM et du concours d'entrée. Vous verrez, on fera quelques petites intercalations sur d'autres promotions, notamment autour des masters. On va parler un peu aussi de l'école en général, de tout ce qu'elle offre à la fois en tant qu'outil de l'enseignement supérieur et équipement culturel de la ville de Caen. Je suis Claire Migraine, responsable des études, et je vais laisser Julie se présenter puis commencer cette petite introduction à l'école. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, bienvenue à l'ESAM Caen-Cherbourg. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui jusqu'à nous. Donc, je m'appelle Julie Lenné, je suis la directrice du développement culturel et de la communication de l'école. Et donc avec Claire, on va vous proposer cette petite présentation avec une heure grand max, questions comprises, pour surtout vous laisser par la suite découvrir l'école qui aujourd'hui est ouverte partout. Vous pouvez vous balader librement et aller à la rencontre de nos étudiants et étudiantes qui ont des t-shirts jaunes fluo qui normalement se voient de loin, et avec tous les enseignants, les personnels administratifs, techniques qui ont ces petits badges et qui seront ravis de répondre à toutes vos questions. Voilà, pour débuter cette présentation générale et de notre école, un petit mot pour vous dire, et je vais envie du site demander pour cela, que ce qu'on appelle aujourd'hui les écoles supérieures d'art et de design dont nous faisons partie, c'est ce qu'on appelait il y a quelques années encore les écoles de beaux-arts. Donc les écoles supérieures d'art et de design supérieures, parce qu'on insiste là-dessus, et c'est extrêmement important, tous les diplômes sont des diplômes homologués par l'État de grade licence, Bac plus 3. Dans toutes ces écoles, cela correspond au diplôme national d'art. Et au niveau du Bac plus 5, grade licence, DNSEP, diplôme national supérieur d'expression plastique. Dans notre école, nous avons également un doctorat radiant, Bac plus 8, mais ça, c'est plus lointain. Donc toutes ces écoles supérieures d'art et de design proposent donc ces mêmes diplômes, DNA et DNSEP, et dans 3 grandes options d'études, art, communication et design, on va le détailler tout à l'heure. Chacune va avoir 1 ou 2 ou 3 options avec des mentions, des colorations différentes, d'où l'intérêt, comme vous le faites aujourd'hui, de vous déplacer, de voir sur place, puisque à travers leur diplôme commun, des options communes et surtout une philosophie commune qui est celle de former des artistes et des designers par la pratique, en fait, par la création, le fait que c'est en créant des œuvres, en faisant des projets de design qu'on apprend à devenir artiste et designer. Bien, au-delà de cette philosophie commune, il y a bien sûr toute des différences, des connotations dans chacune de ces écoles. En ce qui nous concerne, pour les âmes Caen-Cherbourg, donc les âmes Caen-Cherbourg, c'est le résultat de la fusion de l'école des beaux-arts de Caen et de l'école des beaux-arts de Cherbourg. Donc aujourd'hui, c'est une seule école, un seul établissement d'enseignement supérieur public, mais sur 2 sites géographiques. Donc le site de Caen, c'est là où vous allez trouver les cursus diplômants. Donc les cursus qui mènent à des diplômes de grade licence et master en art, design édition, design graphique et design, Création et projet des territoires. Qui ont changé de nom, donc je ne maîtrise pas encore tout à fait, mais Claire est au courant. Donc c'est 250 étudiants et étudiantes ici sur le site de Caen et sur notre site de Cherbourg, qui est situé, si vous connaissez Cherbourg, dans l'ancien hôpital des armées, qui s'appelle à présent l'Espace René-Lebas. Donc on a un établissement qui est plus petit en taille et qui abrite une classe préparatoire au concours d'entrée des écoles d'art. On y reviendra tout à l'heure rapidement. Donc à peu près 30-35 élèves chaque année qui y sont accueillis. Et voilà, une porte ouverte aussi à Cherbourg. On a également des représentants de la classe prépa dans l'hall d'entrée si vous voulez leur souhaiter poser des questions. Avant de rentrer plus précisément dans les formations qui sont présentées à Caen, notamment dans la première année d'études et le concours d'entrée, un petit mot pour ceux qui ne sont pas calés pour faire la promotion de la ville de Caen. Parce que faire des études, c'est là où on choisit une école, c'est sûr, mais cette école se nourrit nécessairement de la ville dans laquelle elle se trouve. Et puis, voilà. Et par ailleurs, c'est toujours
chouette de faire des études dans une ville qui est vivante, et c'est le cas à Caen. Caen, donc, on ne sait pas forcément, mais qui est une ville extrêmement étudiante, puisqu'il y a 36 000 étudiants pour une agglomération de 214 000 habitants, avec l'université de Caen, qui est une des plus anciennes universités d'Europe, avec le premier carnaval étudiant d'Europe. On vous recommande fortement, début avril. Et puis, si vous voulez regarder des précisions à ce sujet-là, notamment le magazine d'étudiants a classé au mois de juillet dernier Caen comme étant la 3e meilleure ville étudiante de France. Donc on a bien se vanter. Non, mais je dis ça, c'est vraiment très important, puisque ce classement recoupe aussi des critères, bien sûr, sur l'offre de formation, la diversité de formation, l'insertion professionnelle, et puis des choses qui ont trait à la vie étudiante, au cadre de vie. Donc ça, c'est extrêmement important. Sachez qu'on est à 10 km de la mer, qu'il y a beaucoup d'infrastructures sportives, qu'il y a une offre pour les étudiants qui est très développée, notamment un tissu culturel de très très grande richesse sur laquelle l'école s'appuie en fait pour développer ces formations. Et puis, et ça vous pourrez le voir également avec nos collègues qui sont dans le hall d'entrée du stand de la scolarité. Voilà. À Caen, c'est une ville où ça reste possible de se loger pour les étudiants à des prix qui restent relativement raisonnables. Donc ça, ce sont des facteurs à prendre en compte également. Mais voilà, je vais essayer à présent faire rentrer plus précisément dans les cursus. Et on va rentrer dans l'EDAM en tant qu'établissement de l'enseignement supérieur, mais comme tu le disais, c'est également un équipement culturel extrêmement important à l'échelle du territoire et au-delà. Par exemple, cet auditorium dans lequel on est cet après-midi, on accueille régulièrement des conférences qui sont aussi ouvertes au public. On accueillera dans la grande galerie qui sera juste à la sortie de l'auditorium là-haut, à partir du 21 mars, Julien Creuset, qui est diplômé de l'école et qui représentait la France à la dernière Biennale de Venise, qui vient présenter une partie de l'exposition ici et qu'on est ravis d'accueillir à l'école. C'est aussi une bibliothèque que vous avez peut-être visité là-haut, qui est également ouverte au public. Donc voilà, il se passe aussi plein de choses en termes de vie culturelle dans l'école, évidemment corrélées à la pédagogie qui s'y déploie. Donc cet après-midi, on va vous présenter essentiellement ce qu'on appelle le cycle 1, donc les 3 premières années qui m'aident au grade licence. L'école propose également des masters, 3 masters, un master art option art, donc qui est extrêmement transversal, généraliste, interdisciplinaire. On a un master design édition qui lui est plus articulé autour des questions de l'édition au sens très large, pas seulement de l'imprimé, de l'illustration, mais aussi des questions autour du multiple, du podcast, du son, des écritures au sens large. Et puis un master que vous allez voir encore nommé dans les différents supports design et transition, qui évolue à la rentrée prochaine puisqu'il devient un master en alternance et il se renomme Master Design, Création et Projet de Territoire avec un sous-titre très programmatique, Anticiper les usages des espaces communs. Donc sur des rapports aux transitions dans nos rapports à l'architecture, à l'urbanisme, aux espaces des villes, ruraux, etc. avec une approche créative. Puisque une école d'art, c'est... Alors, on a aussi un doctorat, pour celles et ceux qui veulent se projeter dans des études longues, doctorat radiant, donc bac plus 8. Vous voyez, on est dans ce système LMD 358. Puisque donc, en école d'art, on forme au métier de la création, comme le rappelait Julie tout à l'heure, on forme vraiment à la création, par la création, et c'est cet enjeu-là qui va traverser tous les cursus proposés à l'école pour permettre de donner en fait une forme de compréhension du monde contemporain au sens très large. Et c'est pour ça que vous allez voir aussi une pédagogie qui s'appuie sur 3 grands piliers, qui développe 3 grandes approches qui seront, on va les retrouver tout au long de la présentation, une approche à la fois théorique, intellectuelle, donc vous verrez des cours d'histoire de l'art, de philosophie, d'esthétique, d'histoire du média, de théorie des arts, etc. Une deuxième grande approche qui serait l'approche de la création par la pratique, par les techniques. On a la grande chance ici à l'école d'avoir sur site à peu près 14 ateliers techniques tenus par de formidables responsables d'ateliers qui sont donc des spécialistes en leur médium, en leur discipline. Vous avez 3 grandes familles d'ateliers, le pôle volume, le pôle estampe et le pôle son, vidéo, numérique, qui permettent à la fois d'expérimenter le bois, le métal, la céramique, la peinture. Alors en estampe, on a gravure, lithographie, sérigraphie, imprimerie, PAO, on a le son, on a la vidéo. On a également le studio modulaire pour celles et ceux qui s'intéressent particulièrement aux cultures numériques. On ouvrira, d'ailleurs c'est un petit peu prématuré, mais on peut déjà vous glisser à la rentrée, pas prochaine, mais suivante, en alternance également
un master autour des cultures numériques, puisqu'on est extrêmement bien équipé pour ça à l'école, avec également par exemple le festival Interstice, coporté par les arts, voilà, sur tous ces rapports à la programmation culturelle que vous pouvez avoir sans même bouger d'école, ce qui est formidable, mais évidemment on vous invite aussi à aller voir partout ailleurs. Et une troisième approche, donc intellectuelle, technique et de la création, donc vraiment à titre individuel. Vous allez voir, c'est ce qu'on va essayer de vous transmettre en regardant un petit peu les programmes de ce premier cycle, la façon dont, au fur et à mesure du cursus, de plus en plus, en tant que futur étudiant étudiante, vous êtes de plus en plus autonome dans la construction de votre parcours. Vous partez d'une première année qui est très cadrée, très dense, très guidée, relativement dirigée, avec un ensemble de cours. Alors voilà, je dis toujours de rappeler effectivement les différences avec la sortie de lycée, j'en profite pour le faire maintenant. Vous restez quand même sur un programme de cours qui est assez intense, qui a lieu toute la semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 18h à peu près. L'école est ouverte de 8h30 à 22h en semaine et 20h le vendredi, donc vous avez vraiment le temps de pouvoir travailler en nos murs. Quand vous n'êtes pas en cours, vous êtes bien entendu chaleureusement invité à occuper les ateliers techniques. Vous disposez aussi dès la première année d'un espace d'atelier. Vous les avez peut-être déjà visités, les 2 ateliers des DNA1. Ils sont quand vous arrivez au niveau de l'atrium. Vous avez l'accrochage avec le gros poisson rouge. Ensuite, vous montez derrière dans le couloir et là, de droite et de gauche, vous pouvez voir les ateliers dans lesquels, dès la première année, les étudiants et étudiantes de l'école peuvent travailler. Et donc, une semaine très dense avec une première année qui est extrêmement généraliste. Donc, la première année, on reste sur la transmission et l'acquisition des bases de culture artistique aussi bien pratique que théorique. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à la fois le rapport à la méthodologie et au travail plastique. Cette première année, elle a en particulier un tronc commun que vous allez garder. Alors on est sur une promo à peu près de 55-60 élèves sur la première année. Sur les cours plus théoriques, donc vous voyez, vous retrouvez là les trois gros blocs dont je vous parlais. Un bloc plus HTA, Histoire et Théorie des Arts. Le troisième, c'est vraiment plus le bloc de pratique artistique, initiation aux techniques. Et vous voyez dès la première année apparaître un bilan de travail plastique et théorique qui va permettre de s'appuyer sur le travail de l'étudiant et de l'étudiante. Ce que vous allez voir apparaître au fur et à mesure des années, que ce soit en DNA2 ou en DNA3, en art ou en DG, c'est de plus en plus d'entretiens individuels à partir du 2e semestre de la 2e année qui vous mettent déjà dans cette démarche d'un parcours qui va en fait s'individualiser pour être à la fois au plus près de vos pratiques et de vos productions en tant qu'étudiant et étudiante. J'en profite aussi pour vous dire quelques mots sur la particularité de la pédagogie en école d'art. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette formule, on dit que la pédagogie en école d'art se repose sur les pairs, c'est une pédagogie par les pairs, P-A-I-R-S. Ce sont donc des personnes qui sont des professionnels de l'art, à savoir pour beaucoup des artistes. Donc vos enseignants enseignantes sont elles et eux-mêmes artistes, avec une activité, une actualité artistique extrêmement intense et qui les mobilise également beaucoup en parallèle de leur casquette d'enseignant-enseignante. C'est aussi pour ça que les emplois du temps à l'école ne sont pas, comme vous avez pu avoir au lycée, toujours les mêmes. Toute la semaine, vous avez le même enchaînement de cours, lundi, vous savez ce que vous avez comme cours, etc. Chez nous, c'est différent puisqu'on essaye de toujours trouver un accord entre cette vie artistique, d'artistes, de commissaires d'exposition, de critiques d'art, d'auteurs, d'autrices, en fonction des profils de nos enseignants-enseignantes, et puis les formations dispensées à l'école. Donc d'une semaine à l'autre, le programme peut être amené à complètement être chamboulé. On a aussi des cours qui reviennent régulièrement, par exemple comme tous les cours d'HTA, donc Histoire et Théorie des Arts, qui ont lieu plutôt en début de semaine dans cet amphi en promo entière. Et puis sur les cours de pratique plastique, on va pouvoir être sur parfois des choix d'ateliers, de modules techniques, etc., en sous-groupe, en plus petits groupes, et qui arrivent à différents moments dans l'année scolaire. Donc cette première année, elle reste généraliste, puisque en fait, tout au long de votre cursus, ce sont les mêmes compétences qui sont dispensées, que vous soyez en A ou en DG, des compétences transversales, des compétences spécifiques, et ce qui va changer en fait dans la pédagogie de chaque option, ça va être ses modalités de mise en œuvre. Donc, si vous regardez attentivement les maquettes, vous retrouvez tout sur le site internet de l'école, quand vous êtes sur le site, à n'importe quel endroit du site, en bas, il y a toujours un bandeau qui défile livret des études. C'est ce dans quoi on vient de rentrer, ce qu'on appelle la maquette pédagogique. Donc c'est la composition des cours par année, par option. Et vous voyez les petits pictos de feuilles, là, quand vous cliquez dessus, vous pouvez avoir accès au contenu des cours également, si vous voulez commencer à jeter un œil vraiment très précis là-dedans. Et donc en art, vous allez observer qu'on est plus au service d'un projet personnel au fur et à mesure de la construction de ces 3 années de licence, tandis qu'en DG, donc en design graphique, on va être plus sur des travaux collectifs qui sont déjà dans une logique de celle que peuvent avoir ensuite les professionnels du design graphique dans leur vie professionnelle, à savoir
plutôt cette démarche, un, collective, et deux, de réponse à une commande. Donc peut-être, juste pour revenir sur ce point-là, je vous disais tout à l'heure que chaque école d'art va avoir ses spécificités aussi en lien avec son territoire. Et là, c'est le cas pour Caen avec, au premier cycle, cette option design graphique qui a pour vocation de former des graphistes, des designers graphiques qui vont être soit salariés dans différentes entreprises ou milieux culturels comme le nôtre, ou soit en indépendant, et qui se prolongent alors sous une forme un peu plus particulière en master avec design édition, et ça c'est vraiment lié à Caen, qui est une ville d'édition. Si vous êtes dans le centre-ville, vous avez beaucoup de libraires, il y a énormément d'imprimeurs, d'éditeurs, l'Artothèque, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, donc c'est vraiment lié à ce territoire. Et du côté de l'option art, on a une option art qui est volontairement, vous le voyez, option art au premier cycle et option art, mention art au second cycle. On n'a pas mis option art, mention volume, mention espace public, mention performance, parce que l'idée dans cette option art, c'est de pouvoir tout faire en fait, en fonction de votre projet, et ça, c'est permis par le fait qu'on a cette gamme d'ateliers techniques qu'on vous invite à visiter tout à l'heure, et cette gamme également d'enseignants et d'enseignantes qui eux-mêmes ont des pratiques artistiques dans tous les domaines de la création, soit la peinture, des arts numériques, du cinéma, etc. Voilà un peu pour... On essaie de caractériser notre particularité à Caen en termes d'options d'études. Donc le premier semestre de la première année, comme je vous le disais, vous avez ces troncs communs en HTA, et ensuite, donc Histoire et Théorie des Arts, et ensuite sur ce qui est du bloc pratique, on a subdivisé en 4 sous-groupes, donc on peut aller regarder rapidement Julie, sachant que j'insiste sur le fait que cette première année, ce sont les mêmes enseignements pour tous et toutes, puisque ce sont les mêmes compétences, vous voyez, les mêmes enseignements qui sont ensuite rattachés à un ou une enseignante différente, puisqu'évidemment, ils ne peuvent pas tenir absolument l'ensemble des cours, ce serait chronophage. Donc évidemment, en fonction de l'enseignante avec qui vous vous trouvez sur un cours, vous avez une sensibilité particulière, une approche méthodologique qui est un petit peu différente de son ou sa collègue, mais l'idée c'est d'avoir un ensemble de compétences qui soient les mêmes dans ces groupes de pratiques techniques, puisque vous voyez les mêmes intitulés de cours au premier semestre. Vous avez du dessin, de la vidéo-installation, de l'écriture, du volume, de la couleur, de la typo et mise en page. Je reviendrai sur les workshops tout à l'heure. Au second semestre, donc on n'est plus sur ce rapport-là propédeutique qui reste transversal et le même pour tous et toutes. On commence un tout petit peu, si vous le souhaitez, à teinter votre parcours. C'est-à-dire qu'on est à nouveau avec 4 groupes sur les pratiques plastiques. Les 2 premiers groupes pourraient plus tendre vers ce qui va se passer ensuite dans un master art. Le 3e groupe pourrait plus tendre vers ce qui se passerait ensuite dans un master culture numérique qu'on ouvrira donc dans 2 ans. Et le 4e groupe tendrait plus vers l'option design graphique, puis la mention édition en master, avec des orientations un peu techniques plus ciblées. J'insiste sur le fait que le choix de ce groupe en première année ne prévaut en rien ce que vous allez choisir en 2e année. Vous pouvez tout à fait avoir choisi la teinte un peu plus culture numérique en fin de DNA1 et demander à intégrer le DNA2 art ou design graphique, peu importe. C'est vraiment la possibilité pour vous, soit d'aller travailler plus un endroit qui vous intéresse déjà, soit au contraire faire un choix d'un endroit que vous connaissez moins et qui vous interroge et sur lequel vous avez envie de vous faire une idée pour ensuite pouvoir préciser la suite de votre parcours. Donc ça, c'est l'ADN1. Peut-être on peut revenir sur les petits chiffres que vous voyez traîner à côté des pictos là. Ce sont donc des crédits ECTS. Puisque depuis plusieurs années, vous savez peut-être, ou vous le réalisez là maintenant, les écoles d'art dépendent, comme le rappelait Julie, du système LMD, licence master doctorat, et qui est donc régi par ce système de CTS qui est très intéressant. Donc c'est 30 CTS à acquérir par semestre, ce qui va vous permettre une mobilité à la fois entre les formations, puisqu'en fait vous validez des acquis très précis, avec cette perspective en termes de débouchés qui, se basant sur ces grandes capacités d'adaptation acquises à l'école, peuvent être en fait reconnues en termes d'équivalence dans d'autres types de formations. Donc une fois que vous avez acquis vos ECTS, il reste acquis sur d'autres types de formations. Alors après, à vous d'aller vous assurer que ça fonctionne. Généralement, avec une licence en art, on passe rarement dans un master en médecine. C'est dangereux pour tout le monde, je le précise. L'inverse peut mieux faire. Il y a des médecins qui font de la peinture, mais voilà, ce qui est vraiment très très important, c'est que dans des formations qui sont proches dans le domaine de l'art et de la culture, il y a ces systèmes d'équivalence
qui sont très intéressants. Ça se fait très bien, par exemple, entre un DNMAD, option communication visuelle, et puis notre master en édition, par exemple, ou de l'autre côté, une licence en art, un DNA en art chez nous, et quelqu'un qui ensuite va s'orienter en master à l'université, en master de médiation culturelle ou autour de l'enseignement artistique, ou même en art du spectacle, etc. Donc il faut penser à ces passerelles qui sont rendues possibles par ces petits crédits ECTS, qui sont autant de compétences validées que vous pouvez faire valoir dans des formations proches. Et avant de poursuivre sur ce que permettent les ECTS, petite parenthèse du coup des maths, parce qu'on me pose souvent la question. Donc c'est vrai que ce qui différencie une école d'art, des formations des maths, des formations d'université, c'est essentiellement la méthodologie en fait d'acquisition des compétences, puisqu'à l'université on va plus se baser. Alors on est vraiment très schématique parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais l'université va quand même plus développer, même si vous prenez une option art plastique, une approche théorique de la matière et de la discipline. Là où le DNMAD, lui, vous savez, c'est les anciens BTS à appliquer, donc on va plus s'articuler comme ça sur un rapport technique aux choses, et vous êtes aussi dans le cadre de l'éducation nationale, donc c'est pas exactement la même chose que quand vous venez en école d'art avec, par exemple, l'ensemble de ces ateliers techniques mis à disposition. Sur les crédits de CTS, donc je vous parlais de la mobilité qu'elle permettait dans les études. Je pense que c'est important que vous ayez aussi en tête la mobilité qu'elle permet à l'international, puisque comme le rappelait Julie, on n'est pas dans un bachelor ou un master avec un E. En école d'art, on est sur la LMD qui permet aussi une mobilité géographique, c'est-à-dire que vos crédits sont aussi reconnus dans les autres écoles. Et il faut savoir qu'à l'ESAM, la mobilité, le semestre d'études à l'étranger est obligatoire en deuxième semestre de Master 1. Donc en semestre 8, vous partez faire un semestre à l'étranger avec un travail formidable qui est mis en place par France Jacques Alban, que vous pouvez retrouver dans les stands là-haut, qui est en charge des relations internationales. L'ESAM a développé le partenariat avec à peu près 43 écoles, il me semble, à travers le monde. Et donc tout ça est extrêmement accompagné par France au moment de la mobilité, pour la recherche notamment de bourses, de prise de contact avec les autres écoles à l'international, etc. Et c'est vrai que c'est un semestre qui est assez récent à l'école depuis 2-3 ans et maintenant très identifié par les étudiantes qui le plébiscitent très largement. Parce que bien entendu, le fait d'avoir une expérience à l'international, déjà, quelles que soient vos études, on vous la recommande chaleureusement si vous avez l'occasion de la faire, parce que ça vous nourrit beaucoup en tant qu'être humain, mais également à titre professionnel. C'est une expérience extrêmement valorisable et valorisée sur un CV, et tout particulièrement, bien sûr, dans le domaine de la création artistique et du design, qui sont par nature des champs très internationaux, et où plus on se nourrit et mieux c'est. Donc en effet, en 4e année d'études, un semestre nécessairement à l'international, soit en école, et également avec une possibilité de stage. Si vous n'êtes pas dans une école, vous avez la possibilité de faire un stage à l'international, et vous pouvez également partir dans le cadre d'un Erasmus dès la 2e année d'études. Donc vous pouvez faire un premier séjour à l'international en 2e année d'études, puis en 4e année d'études, là c'est obligatoire. J'ai vérifié les effectifs, Julie, parce qu'on avait un doute ce matin. Donc effectivement, on est à peu près à 58 élèves sur la première année, et sur la 2e année, c'est à peu près les 2 tiers qui partent en art et un tiers en DG. Donc on est plus sur 45 en art et une quinzaine en DG. On va peut-être pas rentrer dans la maquette détaillée des 2 et 3 art et DG. Je vous invite à aller regarder sur le site internet si vous souhaitez aller plus loin dans le détail des contenus de cours. Julie vous parlait tout à l'heure du fait que l'école fait partie de l'ANDEA, donc le réseau national des écoles d'art. Je ne sais plus si tu l'as rappelé cet après-midi qu'on est... c'est un EPCC, cette école d'art, donc un établissement public de coopération culturelle, sous tutelle de la communauté urbaine de Caen-la-Mer, de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, de la communauté d'Aglo du Cotentin, de l'État par le ministère de la Culture et de la région Normandie. Donc rien que par sa structuration, elle s'inscrit comme ça dans des partenariats extrêmement féconds. Elle fait aussi partie de la commune Normandie Université, et c'est une des premières écoles d'art à avoir rejoint la conférence des grandes écoles. Donc c'est pas des labels que je vous cite seulement pour vous dire à quel point cette école est bien ancrée dans le champ dans lequel elle se situe, mais plutôt pour vous rappeler quelque chose de l'exigence de ces formations, puisqu'on a parfois, souvent, devrais-je dire, le fantasme, soit parmi vous, lycéens, lycéennes, mais surtout plutôt des familles qui pensent que l'école d'art, c'est un peu un endroit peut-être facile, peut-être un peu où on vient étudier en dilettante, etc. Je pense que vous êtes en train de le comprendre au fur et à mesure de cette présentation. Certes, vous bénéficiez d'énormément de liberté, d'énormément d'autonomie tout au long de votre cursus.
Cependant, c'est aussi le lieu de la grande exigence et où on attend de grandes capacités de travail, ce qui n'est absolument pas incompatible et qui justement ici se nourrit, mais ce qui nécessite effectivement une disposition dans la mise au travail qui doit se faire de façon de plus en plus autonome au fur et à mesure de votre cursus dans l'école. On mène aussi en écho avec ces labels et tout cet ancrage de partenariat un gros travail d'insertion professionnelle. Alors quand vous êtes à l'école et puis à la sortie de l'école, avec notamment deux gros programmes que sont le programme connaissance de l'exercice professionnel, et ça c'est un petit peu plus tard, c'est en Master 2, où on vous permet de rencontrer plein d'acteurs et d'actrices du champ de l'art en général, et puis qui vous accompagne dans la pensée de l'activité d'artiste et d'auteur-autrice comme vraiment un travail de l'art, avec voilà, toute une formation sur la structuration notamment du statut d'artiste auteur-autrice, et puis la rencontre d'un réseau d'artistes, de concerts, de critiques d'art, etc., des ateliers autour de la construction, par exemple l'obtention de son numéro de SIRET, enfin des choses très professionnalisantes, je ne vais pas m'étaler là-dessus, et à la sortie de l'école, un programme qui lui est porté par Julie, qui s'appelle Exam Starter. Oui, rapidement, enfin, voilà, l'idée c'est que voilà, tous nos étudiants et étudiantes qui sortent avec un master en art ou un master en design d'édition ne vont pas forcément devenir artistes plasticiens ou designers. Hein. Il y a plein d'autres métiers dans lesquels ils vont s'inscrire autour du champ de la création, mais néanmoins pour celles et ceux d'entre eux qui se destinent vers ces métiers d'artistes plasticiens et de designers, on a mis en place depuis plusieurs années avec le soutien du ministère de la Culture un dispositif qui les suit pendant les 3 années suivant l'obtention du diplôme. Et en fait, l'idée, c'est de leur permettre, via des résidences, via des mises à disposition d'ateliers, via des cycles de formation, et bien de s'intégrer dans ces réseaux de l'art contemporain et du design. Et voilà, il y a en tout une petite trentaine d'entre eux qui en bénéficient chaque année. Donc c'est vraiment, je crois, quelque chose de très important. C'est-à-dire que voilà, l'école ne s'arrête pas. N'arrête pas de vous suivre quand vous avez eu votre diplôme en vous serrant la main en disant ah bientôt. Voilà, l'idée c'est de poursuivre cet accompagnement dans les quelques années qui suivent parce que dans ces métiers de l'art et du design c'est très important. C'est un moment très très important et voilà, si on peut vous souvenir là, ça peut vraiment être un élément déclencheur pour un certain nombre d'opportunités professionnelles. Avant d'en arriver au concours d'entrée au jury, je voulais juste revenir sur 2 points, peut-être revenir sur la maquette de DNA1, si tu veux bien, Julie, ou plutôt de DNA2 d'ailleurs. La maquette, ouais, super. Pour terminer sur cet aspect professionnalisant, il faut savoir aussi que à partir du 2e semestre de la 2e année et en 3e année, on attend ce que vous ayez réalisé un stage de 70 heures, ça représente à peu près 15 jours. Là aussi, dans la même perspective d'aller faire un terrain, en fait, presque, aller découvrir un environnement dans lequel vous vous projetez et acquérir évidemment un ensemble de compétences propres au cursus que vous aurez suivi dans l'école, mais hors les murs, auprès de ces établissements. Donc on a aussi un fichier entreprise, c'est pas très joli dit comme ça, mais sur lequel vous pouvez vous appuyer pour trouver des stages, les enseignants sont là pour vous aider également. Donc ça c'est un moment très fort, je pense, des cursus des 3e années, puisque le stage doit être validé pour ensuite passer le diplôme de DNA. Et puis les workshops sur lesquels je voulais revenir, les workshops intersemestres qui sont un moment vraiment particulièrement joyeux et fédérateur de la scolarité. Alors on ne vous a pas fait, et on a oublié ce matin aussi la parenthèse qui est plus qu'une parenthèse vie étudiante. Il faut savoir qu'il y a une formidable vie étudiante à l'ESAM avec une association des étudiants très très active. Vous allez peut-être voir là-haut aussi la Castoratech qui travaille à réinvestir les matériaux obsolètes dans l'école et à retravailler avec. Vous avez l'association à l'entrée qui vendent leurs éditions. Vous avez beaucoup d'activités organisées en soirée, des fêtes. Voilà, Soirée Loup-Garou. Soirée Loup-Garou en particulier depuis l'année dernière. Voilà, tournoi de ping-pong. Grand moment de l'école. Un autre grand moment de l'école, un gros moment de la pédagogie. Ceci dit, le ping-pong est aussi c'est les workshops interannés que vous avez au début de chaque semestre. Donc une semaine en septembre, une semaine en janvier. Donc là, on en sort de cette semaine de workshop. Les workshops, c'est vraiment l'idée de pouvoir, là aussi, différencier votre formation. Hein. Je vous parlais de pédagogie par les pairs, on a parlé de pédagogie de projet. Vous avez vu que c'était une pédagogie pluridisciplinaire
pluridisciplinaire, et on est aussi dans cette pédagogie différenciée où chaque élève à la sortie d'école aura acquis les mêmes compétences, mais pas par les mêmes méthodes et pas par les mêmes enseignements. Et les workshops sont extrêmement riches pour cela. C'est comme les ateliers, les modules où je vous disais que vous pouvez aller soit approfondir un aspect qui vous intéresse, soit découvrir un aspect que vous avez envie d'expérimenter. C'est ce que vous permettent ces workshops qui sont en septembre portés exclusivement par des enseignants-enseignantes de l'école et en janvier portés par des enseignants-enseignantes de l'école avec des invités extérieurs. Donc là, vous allez voir dans l'école, sur les 13 workshops qui ont été mis en place cette semaine, donc ça va d'un workshop cinéma, alors je vous dis très schématiquement encore des disciplines, mais évidemment, il y a des projets qui sont en dessous, tout ça, je vous invite à aller lire la présentation de chaque projet parce que c'est absolument passionnant. Avec un groupe d'étudiants, ça va de 10 à 25 à peu près en fonction des workshops, donc vidéo, son, peinture, volume, on a eu projet dans l'espace public, installation, voilà, on a vraiment toute une gamme cinéma, gamme très large de propositions. Et vous pouvez voir les restitutions de 5 ou 6 workshops dans l'école à l'occasion des journées portes ouvertes, donc profitez-en aussi pour aller parler avec les étudiants de ce moment de l'école qui est, voilà, quel mot je dis particulièrement, qui est vraiment très excitant aussi dans ce qui donne à voir de l'école. Et puis ça permet à tous les élèves de premier cycle, donc DNA 1, 2 et 3 art, 2 et 3 DG, d'être brassés en fait, d'être tous et toutes ensemble pendant cette semaine de travail. Et je pense que ça nourrit aussi les compréhensions réciproques des formations. Voilà, on peut peut-être arriver au concours, je pense, parce que sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions qui ne concerneraient pas le concours? Parce que là, on n'a pas encore présenté. Est-ce que tout est clair? Bon, de toute façon, on est à votre disposition après la présentation si vous avez envie ou besoin de poser des questions qui sont en public. Ce concours d'entrée, donc, de la même façon que tout à l'heure, on commençait à vous inciter très fortement à fréquenter la scène artistique contemporaine. Donc quand on parle de scène artistique, c'est extrêmement large. Hein. C'est les expositions, c'est les soirées de performance, le théâtre, les lectures, la musique, toute musique que ce soit, toute forme d'art en fait. Avant même d'entrer dans comment se passe le concours, c'est vraiment le conseil qu'on peut vous donner. Sortez, expérimentez, découvrez tout ça, puisque l'enjeu principal de ce concours, c'est de nous montrer en fait votre curiosité, votre motivation, votre engagement, le positionnement de votre esprit critique, votre créativité, votre engagement d'une forme d'expérimentation, de diversité, etc. C'est vraiment ça qu'il faut que vous gardiez en tête sur, on va dire, l'esprit de ce qu'est ce concours. Le concours, on va faire un petit point calendrier. Donc, il n'y a pas d'épreuve d'admissibilité. En fait, il n'y a pas de sélection concours à l'école. Vous allez sur la plateforme Parcoursup qui est ouverte depuis le 15 janvier et qui l'est jusqu'au 13 février, 13 mars, merci Julie, pour faire votre inscription administrative sur Parcoursup. Si vous l'avez fait un peu plus tard qu'il y a la semaine dernière, vous n'avez peut-être pas trouvé les âmes, on a eu un bug technique sur la plateforme Parcoursup, puisqu'on a mis cette année en place le paiement en ligne, mais tout est résolu, on y est, et vous pouvez maintenant directement sur la plateforme Parcoursup confirmer votre vœu jusqu'au 2 avril et payer les 50 € de frais d'inscription. Tu peux peut-être revenir, Julie, fait un petit point sur le tarif de la formation à l'école. Oui, tout à fait. Alors, parce que voilà, les frais d'inscription au concours sont de 50 € que vous devrez acquitter donc avant le 2 avril, date à laquelle vous devrez valider vos vœux sur Parcoursup. Ces 50 € de frais d'inscription au concours, ils seront défalqués des droits d'inscription à l'école que je cherche, qui sont les frais de scolarité. Donc si vous êtes admis en première année d'études et que vous rentrez à l'examen l'année prochaine, ces 50 € seront soustraits des frais de scolarité à l'école qui s'élèvent à 520 € par an, auxquels il faut ajouter 27 € de prévoyance santé et 103 € de CVEC. Et donc c'est à 360 € pour les boursiers et les boursières de l'enseignement supérieur. Donc voilà, on est sur le même tarif qu'à l'université, sachant que un étudiant, une étudiante ici coûte, même ce terme n'est pas beau, voilà, avec tous les guillemets du monde, coûte 15 000 € par an. Donc en fait, cela, on peut avoir ces tarifs-là et grâce, Claire l'a signalé tout à l'heure, les a cités tout à l'heure, à tous les partenaires publics de l'école qui financent cette école à 95%. Voilà, nous sommes dans une école publique et c'est pour cela que, en tout cas, on espère les frais d'inscription ne sont pas un frein, un mode de sélection pour rentrer dans l'école.
Et en fait, cette sélection, elle s'opère via le concours d'entrée, qui, comme le disait Claire, voilà, l'inscription sur Parcoursup, mais Parcoursup est vraiment une pure plateforme d'inscription administrative. C'est-à-dire que nous n'allons pas regarder vos bulletins scolaires, nous n'allons pas regarder votre lettre de motivation. Alors bien sûr, si vous avez des bons bulletins scolaires, ça ne vous portera jamais préjudice. Et bien sûr, travailler au lycée, c'est extrêmement important. Sauf que nous, ce n'est pas ça qui va faire œuvre de sélection, c'est le concours en lui-même. Et le choix qu'a fait notre école, c'est de voir l'ensemble des candidats au concours. Pas de présélection, vous vous inscrivez, vous payez les 50 € de droits d'inscription au concours et vous réalisez les épreuves et vous êtes toutes et tous vus par le jury. On va repartir du calendrier. Alors, on vous donne beaucoup d'informations et je sais que je parle particulièrement vite, mais tout est enregistré par Angélique Langer, qu'on remercie. C'est diffusé en live sur Instagram et vous retrouverez les vidéos sur le site de l'école. Donc, vous pourrez nous réécouter au ralenti et vous retrouvez les informations les plus importantes dans les plaquettes jaunes que vous retrouvez dans l'école. Donc, le concours. Il se déroule depuis le Covid, en fait, il avait été mis en place de façon dématérialisée. Finalement, on a gardé cette option pour plein de raisons, mais une des très bonnes raisons, je trouve, c'est que ça vous permet de concourir sur plusieurs concours, puisqu'on sait que la période des concours des écoles d'art et puis même des enseignements supérieurs en général est allée sur une période très ramassée. Et vous avez la possibilité donc de concourir en visio, ce qui vous évite aussi d'occasionner des frais de transport, d'hébergement. Et puis, en général, ça vous permet de aussi multiplier un petit peu les choix, puisque ça vous prend moins de temps. En parlant de ces choix, on vous rappelle de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et on vous incite, ce qui est contre-productif pour nous, mais on vous incite vivement à candidater à plusieurs écoles, au moins 2, 3, 4 écoles différentes, puisque vous savez que voilà, on va y revenir, il y a un processus de sélection, même si on est à peu près on reviendra sur les chiffres, ça vous intéresse tout à l'heure, 30% in fine de réussite à ce concours, c'est quand même des écoles qui sont assez sélectives. Donc surtout, essayez de diversifier les endroits où vous voulez aller, et surtout, mais si vous êtes là, c'est que vous avez déjà fait cette partie du travail, renseignez-vous bien sur les écoles auprès desquelles vous postulez, que vous puissiez ensuite bien défendre les raisons pour lesquelles c'est celle-ci, et pas une parmi d'autres. En fait, ça, on le sent dans les jurys. Donc, ce calendrier du concours, c'est la seule petite erreur de cette plaquette. C'est de notre faute, on a réajusté le calendrier. C'est pas le 4 avril, mais c'est le 9 avril. Donc, le site internet est bon. Qu'on vous enverra, à partir du moment où vous aurez payé vos 50 € d'inscription sur Parcoursup, vous allez recevoir dans votre boîte mail deux sujets d'épreuve. Un sujet d'épreuve écrite et un sujet d'épreuve plastique. 2 épreuves, puisque le 22 avril, donc 3 semaines plus tard, vous allez rendre votre épreuve écrite sur la plateforme dédiée, sur le site de l'école. Vous aurez reçu tout ça par email. Donc l'épreuve écrite, c'est un sujet. Du coup, tu peux venir sur la page d'avant. C'est là à droite. Donc on peut vous donner l'épreuve écrite de l'année dernière. C'était artiste en temps de guerre, artiste en temps de paix. Là, vous avez... Ah oui, ça c'est classique. Ouais. Une autre année, hein. Ouais, on vous en montrera d'autres tout à l'heure. L'idée de ces sujets, c'est vraiment pas d'y répondre de façon extrêmement scolaire, thèse, antithèse, synthèse, vous voyez. C'est vraiment des alibis à la réflexion, en fait. Ce qu'attend le jury qui lira ces copies, c'est de sentir un positionnement individuel, une appropriation du sujet pour justement le dépasser. C'est l'expression d'un point de vue particulier, d'une méthode particulière. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de méthodologie. C'est vraiment à vous de construire ça en 4000 signes, espace compris. Je vous précise aussi qu'on est dans une école de la création où une attention extrêmement particulière est portée à la notion d'auteur et d'autrice. Donc il est évident, il faut que vous l'ayez bien en tête, et je pense que c'est valable pour l'ensemble des écoles d'art du territoire, que le plagiat est absolument interdit, que le recours à l'intelligence artificielle est évidemment très fortement déconseillé, puisque c'est un positionnement individuel et singulier qu'on attend, c'est pas du ChatGPT à tout va. Et en ce qui concerne le plagiat, sachez que les copies sont passées sur un logiciel de détection de plagiat et que, je n'ai plus les stats exacts, je crois que c'est entre 5 et 15% de plagiat minimum. Enfin voilà, à partir du moment où vous plagiez en fait, hors citation entre guillemets, référencé, etc., bien entendu, mais à partir du moment où vous réappropriez un contenu d'auteur, autrice écrit par quelqu'un d'autre et que vous l'intégrez dans votre copie, vous êtes quasi d'emblée disqualifié puisque ça génère une note de 0 sur 20 à l'épreuve écrite, qui ensuite ne vous permet pas vraiment de revenir dans la course. Donc cette épreuve écrite, oui. Mais je voulais juste ajouter qu'à nouveau, en revanche, si
si vous faites des fautes d'orthographe, si vous faites des fautes de syntaxe, on lit pas ça. Bon, ça, c'est pas grave, parce que l'étape où on en est là, on ne sait pas si vous souffrez de troubles 10, par exemple. Donc, nous, bien sûr, c'est mieux de ne pas faire de fautes d'orthographe par la suite. Mais vous pouvez vous faire relire, par exemple. Vous faire relire, c'est tout à fait le cas. Mais par contre, ce que je vous demande surtout avant tout, c'est de réfléchir par vous. Très clairement. Et donc voilà, pour cette épreuve de culture générale. Donc ça, c'est l'épreuve écrite. Donc vous avez 3 semaines, vous composez, vous nous déposez la copie, nous on la stocke dans un premier temps. Puisque ensuite, début mai, les 5, 6 et 7 mai, l'ensemble d'entre vous passe donc un entretien avec un jury d'enseignants et d'enseignantes en visioconférence. Comme je vous le disais, début avril, vous avez reçu le sujet de votre épreuve écrite, mais vous aurez aussi reçu un sujet d'épreuve plastique. Et donc du 9 avril, date à laquelle vous obtenez ce sujet, jusqu'à votre entretien en visio de début mai, ce temps-là vous est laissé pour composer une épreuve plastique. Donc le sujet, je vous donne celui de l'année dernière, vous allez comprendre là aussi la façon dans laquelle il faut les appréhender, c'est-à-dire vraiment dépasser ce premier rapport au sujet, puisque l'année dernière, l'épreuve plastique, c'était ça, c'était ce carré noir, avec écrit en dessous entre crochets blanc. Voilà. C'était ton idée? Non, je cacherai l'auteur de cette idée. Mais je la trouve symptomatique parce qu'elle vous permet de comprendre l'ensemble et la diversité des approches que vous pouvez avoir de ces sujets. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une lecture. Donc, quand on dit réponse d'une épreuve plastique, c'est-à-dire que vous allez produire une forme, en fait. Et cette forme-là, le médium que vous allez investir, il vous est complètement propre. Donc, ça va être pour qui volume, pour qui peinture, vidéo, son, performance, écriture. C'est vraiment là l'endroit où vous sentez-vous le plus confortable, où vous avez envie d'expérimenter, ou qui vous semble être celui qui va vous permettre de répondre à cette épreuve plastique. Et donc là, on peut imaginer soit une réponse très littérale, donc vous partez dans votre composition plastique d'un carré noir et puis du blanc, par exemple. On peut imaginer une composition qui va s'appuyer plus sur un rapport à l'histoire de l'art. Donc on rappelait ce matin le rapport du carré blanc sur fond blanc, toute l'histoire autour de Malevich et de cette construction-là d'une histoire de l'art. Ça va être, pour d'autres, ça va être des propositions plus sonores, qui vous pouvez entendre ces signes comme une ébauche de composition musicale. Enfin voilà, je trouve que ce sujet-là est un bon exemple pour comprendre à quel point il ne faut pas que vous vous focalisiez vraiment sur le sujet en tant que tel et que vous ne partiez pas tout de suite dans votre première idée, mais que vous le pensiez dans une ouverture vraiment plus large. Et de la même façon que dans l'épreuve écrite, on n'attend pas une réponse scolaire très académique, très dirigée, etc., même si ça peut aussi être une réponse possible. On attend que vous vous appropriez le sujet et de sentir quelle singularité derrière. L'exercice est le même avec l'épreuve plastique. On a un autre sujet, par exemple, l'année passée, c'était 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez, là aussi, toutes les pistes que ça peut ouvrir du côté des mathématiques, des sciences, de la notion de suite, de la progression. Enfin voilà. Il y avait Amour des lycéens, je crois que c'est une épreuve plastique aussi. Donc ça, ce sont des noms qui, au singulier, sont du genre masculin. Et quand on les passe au pluriel, on a cette particularité dans la langue française que de passer au féminin. Donc là aussi, vous imaginez tous les champs d'investigation que ça peut ouvrir. Donc, cette épreuve plastique-là, vous allez la présenter pendant les 5 premières minutes d'entretien avec le jury en visio. Donc ce jury en visio, ce jury en visio dure 20 minutes. Les 5 premières minutes, vous présentez cette épreuve plastique. Donc, et les 15 minutes suivantes, c'est un ensemble de questions-réponses avec le jury d'enseignants, donc 2 enseignants de l'école. Et vous pourrez avoir aussi dans la salle numérique, là, digitale, la présence d'étudiants et étudiantes de l'école, qu'on incite aussi à être présents sur ces exercices-là. Et puis on verra peut-être cette année aussi avec des responsables des ateliers techniques pour ouvrir les représentations au niveau du jury. Je vous glisse qu'il y aura un petit échange en anglais à l'occasion de ce jury pour tester votre niveau d'anglais. Si vous voulez vous-même hacker ce système-là, pensez à présenter à un moment votre épreuve plastique, par exemple, en 2-3 phrases en anglais. C'est juste qu'on s'assure qu'il y a un minimum de base. Vous aurez aussi des cours d'anglais à l'ESA, mais appliqués à une histoire d'actualité, à l'actualité de l'art ou à des projets artistiques. Et puis donc, que ce soit pour les 5 minutes de présentation d'épreuves plastiques, ou que ce soit les 15 minutes d'échange avec le jury qui s'appuie sur votre travail, donc préparez un portfolio, au moins une quinzaine de travaux, n'hésitez pas à montrer des projets que vous concevez comme n'étant pas encore aboutis, mais étant une étape de travail. Là aussi, c'est quelque chose qui intéresse particulièrement le jury, de voir comment vous vous projetez dans des essais, des tests, les ratés, ça dit aussi toujours beaucoup de choses de ce que vous essayez de construire. Et pour ces 2 parties d'échange, pensez bien que vous êtes en visio, donc il va falloir que vous anticipiez la façon dont vous allez partager ces formes-là.
Donc pour la réponse plastique, par exemple, si vous avez fait un travail photographique, est-ce que vous aurez imprimé les photos et vous les aurez accrochées derrière vous et vous les montrerez au mur au jury, ou est-ce que vous allez faire un partage d'écran et montrer ces images, ou est-ce que vous allez faire les deux? Voilà, tout ça, gardez-le bien. Pareil, vous faites une performance, est-ce que vous activez votre performance, est-ce que vous en lisez le script, est-ce que vous la racontez, est-ce que vous en montrez des images, voilà. Tout ça, il faut que vous l'ayez intégré parce que 5 plus 15 minutes, ça passe extrêmement vite et ce serait vraiment dommage que vous perdiez du temps dans des considérations techniques, notamment vérifiez bien vos connexions en amont, vérifiez bien que vous savez ouvrir la fenêtre et tout ça pour la présentation de votre travail, donc soit par un portfolio, soit là aussi ça peut être accroché derrière vous. Pensez la façon dont vous allez la restituer, la partager. Si vous avez besoin d'avoir des petites notes écrites, si ça vous rassure, si pour des questions d'élocution quelles qu'elles soient, vous avez besoin de ce soutien-là, n'hésitez pas aussi à vous appuyer là-dessus, c'est pas interdit. Et là, à nouveau, on ne vous impose pas un format, on ne vous impose pas un nombre de travaux, c'est vous qui êtes libre de déterminer cela. De la même manière, vous pouvez choisir de montrer vos travaux personnels via un compte Instagram ou d'un autre réseau social qui serait dédié à votre pratique artistique. Voilà, le tout, c'est que vous vous sentiez à l'aise. Pas de stress avant de rentrer dans la salle numérique avec le jury. Vous êtes accueillis par des opérateurs, des opératrices Zoom qui vérifient les aspects administratifs et puis également que tout fonctionne bien techniquement. Et si jamais ça ne fonctionne pas du tout techniquement, on reprogramme l'entretien. Donc voilà, donc pas de stress, mais néanmoins, oui, soyez bien préparés. Si vous avez décidé de présenter une série d'images ou de fichiers, classez-les dans un dossier sur votre bureau d'ordinateur, entraînez-vous un petit peu. Et puis si vous n'avez pas une bonne connexion à la maison, si vous n'avez pas d'outil informatique, n'hésitez pas à solliciter vos lycées. On voit chaque année des candidats qui passent le concours dans la salle informatique de leur lycée ou de leur classe prépa. Ce qui est important aussi à vous préciser sur les travaux qui sont présentés pendant ce jury, c'est que certains d'entre vous ont fait des classes prépa, d'autres arrivent directement des lycées. Je sais plus, tu donnais les stats ce matin, Julie, on a quand même pas mal d'étudiants et étudiantes à l'ESAM qui rentrent en première année sans avoir fait nécessairement de classe prépa. Non, je n'ai pas mis à jour cette année. Donc c'est sur la promotion de première année de l'année dernière. On avait 56% des étudiants de première année qui avaient fait une classe préparatoire avant de rentrer à l'école. Mais nous avions 24% d'élèves qui venaient directement de la terminale, et puis nous avions 20% en restant qui venaient d'autres cursus, donc des reconversions, ce qui est très bien, des gens qui venaient de l'université ou des étudiants et des étudiantes internationaux. Et ce que je voulais préciser par rapport à ça, c'est que pensez bien, au moment de ce jury, à présenter aussi des travaux qui ne sont pas issus d'un projet guidé. C'est-à-dire qu'on attend aussi que les étudiants et étudiantes, même si elles sont passées par une classe prépa, aient une pratique qui leur soit individuelle en dehors des exercices donnés, soit dans le cadre du lycée si vous avez pris les options arts plastiques, soit dans le cadre de la prépa si vous êtes en prépa. Montrez aussi comment vous dépassez ce cadre scolaire-là dans lequel vous êtes inscrit, ce qui démontre que votre engagement est plein et entier dans la pratique artistique. On nous demande souvent ces quelques chiffres-là, on vous rappelle en N-1, alors là c'est très sérieux, c'est du chiffre. Donc nous avions 786 vœux effectués au début de l'ouverture de la plateforme, on a eu 652 vœux confirmés ensuite, et de ces 652 vœux confirmés, comme on vous le disait, vous êtes nombreux et nombreuses à sélectionner plusieurs écoles, donc plus les taux se resserrent, plus vous resserrez votre choix, ce qui explique de 652 confirmés, on a eu 384 vœux enregistrés, donc de personnes qui ont payé les frais de concours. Et donc ce sont 384 personnes qui ont été reçues au concours. Et c'est là que se glisse la subtilité dont je vous parlais tout à l'heure sur les épreuves écrites et plastiques. C'est-à-dire qu'à l'issue des entretiens avec le jury, on va classer les candidats-candidates et il y a un nombre restreint de candidats-candidates dont on va ensuite corriger la copie écrite, ce qui permet de rebrasser le classement. On ne corrige pas les 400 copies reçues, on corrige la première partie des étudiants classées suite à l'épreuve du jury. Donc vraiment, si admissibilité il y a, c'est celle du jury avec les deux enseignantes de l'école. Ce qui donne lieu donc à un classement qui est celui que nous publions le 2 juin sur Parcoursup et sur le site de l'école, et donc de 384 candidats-candidates, on en a classé à l'issue des moyennes de l'ensemble des épreuves 188 personnes étudiantes classées, et avec le jeu des désistements, puisque là aussi vous avez pu être classé dans plusieurs écoles, donc à partir du moment où vous en choisissez une, vous libérez votre place dans toutes les autres, donc ça remonte assez vite. Sur les 188 classés, l'année dernière, on est remonté jusqu'à 160 sur la liste.
Voilà, donc ça vous donne un peu des indicateurs de statistiques de chance d'entrer dans l'école, avec cette moyenne qui varie à plus ou moins 5% d'une année à l'autre, de 30% de taux de réussite d'entrée à l'école. Voilà, je crois qu'on a pas mal fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Un petit mot rapide sur la classe préparatoire. Oui, bien sûr. Voilà, donc comme le disait Claire, les personnes qui sont déclarées admissibles suite aux épreuves du concours d'entrée, donc les 188 ou 200, toujours à peu près dans ces eaux-là, sont des candidats dont les profils correspondent à l'école. Et malheureusement, voilà, il y a une sélection opérée parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc voilà, si vous passez le concours et que vous ne l'avez pas mais que vous êtes admissible, déjà c'est quand même extrêmement positif pour la suite. Et donc ce qu'on recommande toujours, si vous êtes très motivé pour entrer en école d'art, c'est bien sûr, comme le disait Claire, passer plusieurs concours. Et puis, en plan B, vous inscrire dans une classe préparatoire. Donc les classes préparatoires, en fait, ce sont des formations qui se déroulent après le baccalauréat. Et en fait, c'est une année entière que vous allez dédier à la préparation des concours d'entrée. Donc les classes préparatoires, il y a des classes prépa privées, il y a des classes prépa publiques. Sur le site de Cherbourg de notre école, il y a une classe prépa publique donc, qui fait partie de l'APA, qui est ce réseau de classes prépa publiques, et voilà, dont l'objectif, très simplement, c'est entre début septembre et le début des concours d'entrée, c'est-à-dire jusqu'au mois d'avril à peu près, vous former de façon intensive aux épreuves des concours et donc aux 3 compétences recherchées en école d'art, la culture générale artistique, les savoir-faire techniques et puis cette créativité personnelle. Donc sans surprise, quand vous allez consulter le livret de la classe préparatoire, on retrouve ces mêmes champs avec une particularité en ce qui concerne la prépa, c'est que bien sûr on voit apparaître dossier de concours, bilan et mise en situation de concours, c'est des préparations à l'oral, compte Instagram, on va arrêter de faire de la pub pour Instagram, ça peut être un autre réseau social, mais c'est l'idée d'ouvrir un outil numérique réseau social sur lequel vous allez pouvoir publier vos travaux artistiques, notamment pour les concours. Après, si vous êtes artiste, ça vous sera forcément très utile. Et puis du tutorat individualisé, des aides à l'orientation, puisque l'intérêt de la prépa, c'est aussi de vous donner un petit peu plus de temps pour réfléchir à quelle école parmi tout ce réseau pourra peut-être correspondre le mieux à vos besoins, à vos attentes, sachant qu'aujourd'hui, on a plus d'une centaine, plus que ça, d'anciens élèves de la classe prépa qui sont dans différentes écoles d'art, et donc vous avez une sorte de grand annuaire, et vous pouvez contacter aussi ces élèves pour qu'ils vous renseignent sur leurs écoles respectives. La petite différence, parce qu'on a le même système avec les fiches de cours que vous pouvez consulter, c'est que vous ne voyez pas apparaître de crédit ECTS parce que la classe prépa n'est pas une formation diplômante. C'est pour cela qu'elle n'est pas dans Parcoursup. C'est-à-dire que l'année de prépa, son objectif unique, c'est de vous préparer au concours et de vous orienter. Donc, vous ne vous inscrivez pas sur Parcoursup, vous vous inscrivez directement, je me trouve, c'est pas fait, il est derrière, vous vous inscrivez directement sur le site internet de l'école et vous avez 2 sessions de voix classique qui vous permettent notamment, il y a une seconde session à laquelle vous pouvez vous inscrire après les résultats de Parcoursup, si les résultats au concours n'ont pas été favorables pour vous. Et on signale également que nous avons un partenariat avec 10 lycées de l'ex-Basse Normandie qui ont des options art plastique et pour lesquels il y a une modalité, on va dire, facilitée de passage d'admission. Très clairement, si vous avez passé un concours d'entrée, passer l'admission en classe prépa, ça ne va pas vous coûter beaucoup, puisque déjà là, vous avez 0 € de frais d'inscription pour cette orale d'admission, et puis parce que là, on va vous demander uniquement de présenter vos travaux personnels devant un jury en visio ou en présentiel, à votre choix, et sachant que là, forcément, l'idée là en prépa, c'est vraiment de vous accompagner au tout début de votre démarche. Donc bien sûr, on va moins attendre que vous ayez une pratique artistique développée, etc. On va surtout chercher votre motivation, votre ouverture intellectuelle. Et l'année dernière, à titre d'exemple, je crois qu'on a eu une centaine de candidatures en classe prépa pour
35 classes, et aussi des petits jeux de désistement, donc voilà, c'est aussi très ouvert. Et en tout cas, si vous souhaitez davantage de renseignements, nous avons dans le hall d'entrée Michael Kremer, qui est prof en prépa, et avec 2 élèves de la prépa Cherbourg qui sont présents pour répondre à vos questions, sachant que voilà, forcément, quand voilà, vous pouvez ensuite consulter tous les résultats des concours. Quand vous faites une classe préparatoire, bien entendu, vous augmentez vos chances de réussir un concours. Dernière chose importante à savoir sur cette prépa, ce sont des frais de scolarité qui sont un petit peu plus chers que l'enseignement supérieur, ils sont à 660 € l'année. Chose très importante, c'est une classe prépa qui est reconnue par le ministère de la Culture, donc même si elle n'est pas diplômante, vous bénéficiez des bourses de l'enseignement supérieur si vous êtes boursier ou boursière. Ça, c'est très important à savoir. Je crois qu'on peut s'arrêter notre partie de la présentation, peut-être juste préciser par rapport à cet exercice en fait assez particulier qui est le concours d'entrée. Évidemment, quand vous avez fait une prépa, vous avez déjà été mis dans ces conditions-là de façon quasi professionnelle, avec des jurys d'enseignants qui sont aussi des artistes et puis qui ont l'habitude de ce format particulier. Quand vous arrivez soit lycéen, lycéenne ou voilà, d'autres formes d'études et que vous n'avez jamais été confronté à cet exercice, ça peut être un petit peu déstabilisant. Donc évidemment, on ne peut que vous dire, ne vous laissez pas déstabiliser, c'est très facile de le dire, c'est plus difficile à mettre en œuvre. Mais en tout cas, il se peut que peut-être vous soyez un petit peu secoué ou que vous disiez des choses sur votre travail qui ne vous auraient jamais été dites, mais c'est normal puisque vous êtes face à des artistes, des enseignants, des enseignants, des critiques d'art, commissaires d'exposition, etc. Donc c'est en fait le quotidien aussi, ces exercices-là. On n'est pas rentré en détail dans les maquettes pédagogiques, mais vous verrez que de plus en plus, donc je vous parlais de cet exercice de l'entretien individuel qui s'accentue au fur et à mesure où vous avancez dans votre parcours, mais il y a aussi la notion d'accrochage qui, j'y pense là en voyant la photo, on n'a pas parlé des modalités du concours du DNA, le diplôme national d'art à l'issue de la 3e année, mais effectivement il consiste en un accrochage de votre travail, donc vous préparez en fait une exposition de vos travaux, vous pouvez vous appuyer sur un document, donc document DNA, là, on l'appelle à l'école, qui vient comme une ébauche en fait de ce que ce sera le mémoire les années qui suivent, présenter un état de votre recherche. Et puis vous présentez en fait ce travail. Donc vous l'avez déjà pensé pour une mise en œuvre dans l'espace avec une négociation de point de vue, de correspondance entre les travaux. Enfin, on est déjà dans ce rapport-là à l'exposition. Et puis vous le présentez de façon discursive aussi. Donc vous venez parler de votre travail, à un moment justifier des choix, que ce soit technique, que ce soit conceptuel, etc. Et cet exercice-là, on entend qu'il s'acquiert tout au long du cursus et donc il donne lieu à ce passage de diplôme face à un enseignant, une enseignante de l'école et puis 2 membres de jury qui sont des personnalités extérieures, en général un ou une artiste et un ou une opérateur, opératrice de la culture, donc tout ce que je vous citais comme métier possible, commissaire critique, etc. Et en fait, si je vous dis ça, c'est bien pour vous rappeler que cet exercice-là de la présentation de son travail avec un point de vue critique et autocritique en fait est extrêmement difficile. Donc c'est normal si vous ne l'avez jamais fait que peut-être à un moment des questions vont vous être posées qui vont vous étonner, on va vous demander de vous positionner sur des sujets auxquels vous n'auriez même jamais imaginé, pensé, etc. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez si vous ressortez un peu chamboulé de ces jurys. Déjà ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas été sélectionné. Et puis si c'est le cas ou si des choses qui vous ont été dites vous semblent un peu pas en adéquation avec ce que vous aviez projeté de cet exercice, sachez que vous pouvez aussi en parler avec vos professeurs, que vous pouvez ensuite vous-même vous remettre rejouer cet exercice pour vous-même pour candidater l'année prochaine ou rejoindre la classe prépa si vous n'avez pas déjà fait une classe prépa et que c'est du coup il y a 4 jours je crois possible d'inscription à l'issue des résultats du concours et puis l'inscription à la classe prépa de Cherbourg parce que c'est vraiment voilà, quelque chose qui peut parfois être un petit peu perçu de façon inattendue. Voilà. Donc préparez-vous à ça, vraiment, c'est pas quelque chose qu'il faut juste sortir le jour J, anticiper votre présentation, filmez-vous, voyez bien comment se disposent les œuvres derrière vous, anticipez les questions, et puis de toute façon, c'est vraiment une école aussi, on vous disait où il y a une attention très particulière qui est portée de façon singulière à chacune d'entre vous et on invite le jury à entendre toutes ces présentations avec beaucoup de bienveillance et d'attention à l'endroit où vous êtes, vous aussi en tant que jeune lycéen, lycéenne dans votre parcours de futur créateur, créatrice.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions à l'issue de cette présentation? On a essayé de balayer pas mal de sujets. Pendant que vous pensez... Oui, alors allez-y. Oui, pour la mission en prépa à Cherbourg, est-ce que vous avez une idée de la proportion des anciens lycéens de Basse-Normandie qui sont intégrés à cette prépa comparativement aux... C'est la majorité. C'est la majorité. C'est la grande majorité. La classe prépa de Cherbourg a vraiment, et on en est très content, un recrutement très local, on va dire. Et c'est pour ça également qu'on a ces partenariats avec les lycées. J'ai envie de vous dire que 80% des élèves de la classe prépa, ce sont des lycéens de Normandie et des lycéennes de Normandie. Même si on commence à avoir des candidats compris à l'international. Donc ça c'est super, parce que c'est super riche dans une promo. Alors qu'en effet, sur la première année d'études et sur les études supérieures de façon générale, c'est beaucoup, ça vient, les élèves, les étudiants viennent de partout. On a notamment 10% d'étudiants internationaux hors Erasmus, c'est-à-dire des étudiants et des étudiantes qui sont inscrits dans tout le cursus et qui viennent de l'international. Et après, donc, les chiffres ne sont pas très à jour, mais je crois que sur les étudiants et étudiantes, au total, on était à moins d'un tiers de personnes qui viennent de Normandie. Donc on est plutôt sur un recrutement plus large, mais à Cherbourg, on est sur un recrutement qui est davantage local. Pour ce qui est du portfolio du book, est-ce que vous attendez un format, vous avez peut-être déjà répondu, je m'excuse si c'est pas grave. Donc vous attendez un format particulier, format numérique, dans la forme de la présentation, est-ce que vous avez des attentes particulières là-dessus? Là, vous parlez du portfolio. Donc, c'est une question qui porte sur le portfolio des travaux personnels que vous présentez pendant l'entretien avec le jury. Non, la forme est libre, mais là aussi, vous êtes contrainte par le temps. Donc, pensez à un format qui est assez aisé de partager. On ne reçoit pas en amont de fichiers à télécharger ou quoi que ce soit. On ne reçoit rien en amont et on ne reçoit rien non plus à l'issue des entretiens. Donc, vous ne pouvez pas, à l'issue, quand l'entretien est terminé, il est terminé. Vous ne pouvez pas nous renvoyer des dossiers ou des fichiers son, images à faire consulter par le jury. Non, c'est vraiment l'instant T. Et donc là, c'est à vous de choisir le format avec lequel vous êtes le plus à l'aise. On demande, il me semble, sur Parcoursup, que ce portfolio comprenne un minimum d'une quinzaine de travaux. Ensuite, le format, c'est à vous de choisir ce qu'on voit. Ce qui est le plus commun, c'est un PDF, c'est des travaux montés les uns après les autres en PDF. Là aussi, la façon dont vous allez monter votre PDF, ça nous en dit beaucoup sur l'état où vous en êtes de votre travail. Est-ce que vous allez montrer juste une image au milieu de la page de votre travail, ou est-ce que vous allez montrer une image du travail déjà accroché, donc mis en place dans une réflexion dans l'espace? Est-ce que vous allez avoir titré votre travail? Est-ce que vous allez avoir légendé votre travail? Est-ce que vous allez avoir écrit un petit paragraphe qui présente sur quoi, voilà, quelle recherche vous avez développée? Tout ça, c'est vraiment à vous de choisir. On peut, pendant l'entretien, consulter, si vous le souhaitez, une petite portion de bande sonore, une petite portion de film, etc. Mais le temps étant ce qu'il est, on préfère que ces 15 minutes soient consacrées à l'échange. Donc 2-3 minutes maximum de partage de son, de vidéo, ça me semble ce qu'il ne faut pas dépasser pour ne pas perdre trop de temps dans l'échange avec le jury. Non, le portfolio n'est... En fait, il y a un tuto qui est sur le site internet de l'école, et quand on vous reçoit avant le passage avec le jury, on vous reçoit pour vérifier vos papiers administratifs et on vérifie que vous savez bien faire la procédure de ce qu'on appelle partage d'écran, tout simplement. Donc vous partagez, si c'est un portfolio type PDF, on vérifie que vous partagez, et donc le jury voit ce portfolio qui ne lui est pas envoyé en amont. Donc ce qui signifie que le jury, il arrive et il n'a aucune idée de ce que vous faites. Il arrive, c'est vraiment en live que ça se passe. Il découvre votre épreuve plastique, il découvre votre travail personnel. Et tout se joue pendant ces 20 minutes. C'est bon? Ouais. Une autre question aussi. Alors, pardonnez mon ignorance, mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les débouchés à l'issue de cette école supérieure. Ça reste pour l'instant, moi, en termes de représentation, plutôt un loisir pour ma fille. Et je m'interroge sur les débouchés professionnels à l'issue de... Notamment, toi, c'est l'art visible. Plutôt design graphique. Non, mais alors là, il n'y a pas de question bête, vraiment. Et puis, alors, moi, je le dis toujours, parce que j'ai eu la chance de voir beaucoup de lycéens à différents moments, et j'adore. C'est formidable comme époque de la vie. Enfin,
tout cet univers de possibles qui s'ouvre à vous. À la fois, ça peut être paralysant, mais en même temps, c'est très très beau. Donc, on est très heureux de vous rencontrer à ce moment-là et j'espère de vous accompagner dans ce parcours qui débute. Et la première chose que je dis toujours, c'est vous aimez les arts plastiques, vous aimez dessiner, vous aimez faire du son, etc. Comment vous positionnez-vous? Est-ce que vous souhaitez que ça reste pour vous un loisir au sens le plus noble du terme, c'est quelque chose qui vous nourrira toute votre vie et c'est extraordinaire? Ou est-ce que vous souhaitez en faire un projet d'études et plus tard un projet de métier? Donc pour moi, c'est le premier curseur à placer. Et si la réponse c'est je souhaite en faire un projet d'études et un projet de métier, quelles sont les formations? Par exemple, il y a la nôtre ici. Alors, en effet, sur cette page internet, on a regroupé déjà un certain nombre de débouchés, puisque les diplômes sont des diplômes agréés par l'État au niveau de grade licence et master. Et en fait, forcément, on doit rendre chaque année des enquêtes de suivi sur les débouchés professionnels, parce que sinon, en fait, on n'aurait pas d'agrément, et tout simplement. De même, la conférence des grandes écoles dont nous sommes membres nous demande chaque année des enquêtes sur les débouchés. Ce qu'il faut savoir néanmoins, et c'est important, si vous vous projetez dans des études en art, en design, sachez que vous orientez plutôt vers des études longues. Fut un temps, notamment pour devenir designer graphique, on pouvait s'arrêter au niveau licence. Maintenant, il y a une forme de montée en compétences à la fois technologique et aussi dans les compétences humaines qui sont demandées et conceptuelles, qui font que très clairement, vous irez plutôt jusqu'au master. Ça, sinon, ça veut dire 5 années d'études. Et donc, suite à cela, nous, on remplit dans ces enquêtes un certain nombre tout simplement les métiers que nos étudiants et étudiantes ont déclaré suivre après leur passage chez nous. Et on a ces listings qui correspondent à la réalité de leur métier. Donc, en effet, dans le domaine du graphisme, là, très clairement, en design graphique, on est sur des métiers qui sont quand même très fléchés. Vous serez designer graphique. Très très majoritairement, comme on le disait tout à l'heure, soit en tant que salarié, soit en tant qu'auto-entrepreneur. Mais en même temps, le design graphique, vous en avez absolument partout. Vous allez dans la rue, vous regardez des affiches, vous allez sur Internet, chaque élément en fait est charté et en fait, il y a des gens derrière qui le font. Et c'est le but de cette option. Je ne sais pas. C'est ce qu'on vous expliquait aussi, ce qu'on essayait de transmettre tout à l'heure sur le fait que cette idée de cursus en école d'art, ça permet vraiment d'acquérir des compétences qui sont transversales et que dans les écoles d'art, on forme au métier de la création au sens très large. Donc à la fois artistes et designers, en particulier à l'ESA, mais à toutes les professions qui agrègent la création. Et là, on a essayé d'avoir cette liste un peu nécessairement non exhaustive, mais qui dresse un bon panorama des orientations possibles. Et là, j'ai les chiffres, si vous voulez. De l'enquête qui date un petit peu, il y a quelques années, mais voilà. C'était ça, c'est à peu près 40% artistes plasticiens, plasticiennes. Donc ça, c'est les statuts déclarés, je crois que c'est quelques années après la sortie de l'école, plus 3. Voilà, donc 38,5 artistes plasticiens, plasticiennes, 15% graphistes, à la fois freelance, directeur directrice artistique, web designer, etc. 12,3% d'enseignants enseignantes en art ou en art appliqué, 10% dans la médiation culturelle, 6% techniciens, techniciennes ou assistantes artistiques, et puis ensuite 4% dans la communication, 5% qui poursuivent d'autres études et 11% qui se réorientent dans des champs autres que ceux de l'art et de la culture. Mais c'est vrai que ces études en école d'art, elles sont vraiment à penser comme la formation, en fait la disposition de l'esprit qui est la création. Ensuite, le champ dans lequel on l'applique, ça va être propre à chaque individu en fonction du parcours qui aura été développé. Donc voilà, on a listé que ça aille de artiste, auteur, autrice, créatrice et tous les médiums inimaginables. Et puis ensuite, dans le champ de l'audiovisuel, photographe, vidéaste, cinéaste, ingénieur son, autour de l'exposition, de la diffusion, autour de la médiation, dans les galeries, critiques d'art, scénographes, régisseurs, régisseuses, dans l'enseignement, comme je viens de le rappeler, intervenant en milieu scolaire aussi, et puis certaines qui poursuivent, comme le rappelait Julie, sur un format long d'études dans la recherche, avec par exemple un doctorat, le doctorat Radion, coporté par les années. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Une question tout là-haut? Criez là, puis je vais la relayer au micro. Pour les classes préparatoires, est-ce que le dossier compte ou pas du tout? Tout se joue à l'entretien? Pour les classes prépa, est-ce que le dossier compte ou est-ce que tout se joue à l'entretien? C'est le même modèle, en tout cas pour notre classe préparatoire à Cherbourg, que le concours d'entrée, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder votre dossier scolaire, on regarde
portfolio, des travaux personnels, la motivation personnelle. Mais à nouveau, cela ne signifie pas du tout qu'on s'en... Enfin, si vous travaillez au lycée, ça ne portera pas préjudice. Après, on est aussi très intéressé par le fait qu'il y ait des candidats, des candidates qui, par exemple, ne s'épanouissaient pas au lycée parce que ce n'était pas un format qui leur convenait, mais qui, en revanche, vont complètement s'épanouir dans des écoles d'art. Je cite toujours cet exemple parce qu'il est très beau. Mathieu Martin, qui a été le premier doctorant à obtenir le doctorat radiant, donc c'est quand même le grade de l'enseignement supérieur. Le bac plus 8, c'est un garçon qui, ça se passait pas très bien au lycée, donc il savait qu'il fallait le bac pour entrer en école d'art, donc il était dans un lycée agricole. Il a eu son bac peut-être difficilement, et après il s'est complètement épanoui. Il est aujourd'hui artiste à Berlin, et il vit très bien de son travail, et il fait un très beau travail. Donc voilà, c'est pour ça que l'important à niveau, c'est les compétences de créativité, d'ouverture culturelle qui sont importantes pour entrer ici. Oui. Pour l'anglais, lors de l'entretien, Ça se passe très bien. Pour l'anglais, lors de l'entretien, comment ça se passe? Ça dépend des jurys. Don't worry. Ça se passe très bien, c'est vraiment une partie assez brève de l'exercice, et comme je vous le disais, si c'est la partie avec laquelle vous êtes la moins à l'aise, vous savez qu'elle va arriver, vous savez que la question va très probablement porter sur votre travail, donc préparez quelques éléments de réponse. En fait, pour tout vous dire, il y a encore 3-4 ans, je pense, l'anglais était une épreuve obligatoire du concours d'entrée, puisqu'en fait, c'est le ministère de la Culture qui, par décret, indique quelles sont les épreuves à faire passer dans les concours d'entrée des écoles d'art. Il y avait l'anglais ou une autre langue vivante étrangère, et puis suite au Covid, cette épreuve a été enlevée, mais nous, on a souhaité quand même la maintenir symboliquement, puisqu'à nouveau, l'international, c'est quelque chose qui nous semble important, et pour l'instant, c'est l'anglais qui est la langue la plus répandue pour les échanges internationaux, donc on a souhaité la maintenir. Mais à nouveau, pas de stress avec ça. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà dit l'information, mais est-ce qu'il faut un niveau particulier en anglais ou... Est-ce qu'il faut un niveau particulier en anglais? Comme l'épreuve d'anglais consiste en 2-3 phrases auxquelles vous répondez en anglais, je pense que le niveau est raisonnable. Voilà, on ne rentre pas dans un encodage de niveau avec... Et je ne pense pas que qui que ce soit fait recaler au concours. Non, à cause de l'anglais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, n'hésitez pas, on est au-dessus sur les stands scolarité, relations internationales, classe prépa, voilà, grand public, tout le monde est là aussi. Il y a d'autres questions. Voilà, je vous invite à aller voir nos collègues. On vous rappelle tous les mignons au t-shirt jaune sont les étudiants et étudiants de l'école qui sont là aussi pour vous rencontrer et répondre à vos questions. Si vous voulez un accès direct aux ateliers, vous pouvez couper aux ateliers techniques, vous pouvez couper directement par là. Je vais tout rajouter quelque chose. Et puis nous, on reste là 2-3 minutes si vous voulez descendre, nous poser des questions plus spécifiques. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne visite.